Samedi 1er avril 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, on était des informations de ce jour. Seulement 20% des maisons construites dans la capitale Antananarivo ont obtenu des permis de construire. Peu de personnes viennent demander un permis auprès de la commune, a confirmé le maire. Cela s'explique notamment par la durée du traitement des documents, mais aussi par le manque d'éducation des citoyens. Afin d'améliorer et de faciliter l'obtention d'un permis de construire, le ministère de l'Aménagement du Territoire a mis en place le projet MATAC, un site web où on peut demander un permis de construire et un permis de défrichement. Les détails avec Adriana Martina et Sage Adjianabou. 80% des maisons construites à Antananarivo n'ont pas obtenu de permis de construire selon les responsables auprès de la commune. En 2022, 300 permis de construire ont été délivrés par la commune Antananarivo, des statistiques qui ne suffisent pas encore, comme l'a confirmé le maire. L'une des raisons pour lesquelles les gens ne déposent pas une demande de permis de construire est le temps que prend la municipalité pour le traitement des dossiers. Alors, pour aider la commune à résoudre ce problème, le ministère de l'Aménagement du Territoire a mis en place le projet MATAC, un site web où on peut demander un permis de construire et un permis de défrichement selon les explications. Toutes les communes de l'île peuvent faire une demande de permis sur ce site. L'existence de ce site web devrait également réduire diverses formes de corruption et surtout d'aider les entrepreneurs malagasy en accélérant l'implantation des usines. Des formations ont été déjà octroyées à de nombreuses communes à travers l'île depuis 2021 sur l'utilisation de ce site web du MATAC. Et hier, la commune urbaine d'Antananarivo a reçu 22 ordinateurs et autres accessoires tels que des imprimantes et des scanners de la part du ministère de l'Aménagement du Territoire pour procéder à l'utilisation du MATAC. Toujours dans ce même contexte, tous ceux qui ont déposé une demande de l'obtention de cartes foncières peuvent la récupérer désormais auprès du bureau de la commune de Mandjitsar, district de Betaf. En effet, 640 cartes foncières ont été effectuées et le président de la délégation spéciale de la commune de Mandjitsar exhorte toujours les habitants de la commune à s'occuper de leurs dossiers fonciers. Par ailleurs, la demande d'une carte foncière est simple et à la portée de tous. Jameson Radjianarmanan, Viva Antirabé. Après la formation dispensée au président de la délégation spéciale de la commune rurale de Mandjitsar, district de Betaf, il peut désormais signer les cartes foncières bloquées depuis plus de 2 ans dans la commune qu'il gère. En conséquence, la distribution de ces cartes a commencé à la mairie et tous ceux qui en ont demandé peuvent maintenant les récupérer. Par ailleurs, le président de la délégation spéciale exhorte également les habitants de cette commune à s'occuper de leurs documents fonciers pour éviter d'éventuelles contestations par la suite. De plus, le fait de demander une carte foncière est facile et à la portée de tous, selon les explications de Radjianarlal Fitson, PDS de la commune de Mandjitsar. Ensuite, le permis environnemental pour le projet d'extraction d'ilménite à Ranbé-Touliar est valide et il n'y a pas de changement. Le maire d'Akil Malinke est venu rencontrer le directeur général de l'Office national de l'environnement et au cours de cette rencontre, il a transmis à ce système les idées et les faits réels existants sur le lieu. Il a également collecté plus d'informations sur le projet. Les détails avec Chutikael Radjianirin. Lors de sa rencontre avec le directeur général de l'Office national de l'environnement, le maire d'Akil Malinke a fait part des doléances des habitants. Ces derniers demandent la réouverture de l'exploitation de l'ilménite à Touliar, qui est toujours fermée pour le moment. Ils ont également demandé à ce que l'exploitation se fasse librement. Le directeur général de l'ONE, qui a précisé que le permis environnemental obtenu par le projet est toujours valable. Par ailleurs, le cahier de charges qui a été établi est issu d'une enquête scientifique et d'une consultation de base, a-t-il déclaré. Et par conséquent, le permis est toujours valide si le projet suit et respecte le cahier des charges. En 2015, l'Office national de l'environnement a délivré un permis environnemental pour ce projet. Et dans un tout autre sujet, la célébration de la Journée mondiale de l'eau s'est tenue ce vendredi 31 mars à Bouidjanmang, dans la commune d'Ambatomravav, dans la région d'Itas. Le 22 mars a été la date désignée par les Nations Unies pour célébrer cette journée. Mais hier était la fête nationale pour Madagascar, après que le pays ait participé à la conférence des Nations Unies sur l'eau qui s'est tenue à New York. Accélérer le changement, c'est le thème de cette journée mondiale
mondiale de l'eau cette année. Les détails avec Nervulet Sferen et Sech Anjianabou. Madagascar dispose de réserves d'eau renouvelables allant jusqu'à 387 milliards mètres cubes par an, soit des réserves d'eau d'environ de 11 379 mètres cubes par habitant par an. Cependant, seuls 5% ont été exploités. C'est un défi pour tous les pays du monde d'accélérer les changements dans le secteur de l'eau afin de résoudre la crise de l'eau. Et pour atteindre cet objectif, des efforts sont à fournir, notamment l'amélioration de production en eau, l'extraction, le stockage et la distribution de l'eau. On dit souvent que l'eau c'est la vie, mais l'eau est aussi sensible, voire tabou, a déclaré le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène lors de la célébration nationale de la Journée mondiale de l'eau qui s'est tenue à Mbouidjanmang dans la commune d'Ambatumravavi. Parallèlement à cette célébration nationale de la Journée mondiale de l'eau, l'inauguration d'une infrastructure d'approvisionnement en eau potable a également eu lieu à l'EPP d'Mbouidjanmang d'Ambatumravavi. Et concernant les actualités sportives, le ministre de la Jeunesse et des Sports, André Adzaressin, a reçu ce matin le président de la Fédération malagache de judo, Bruno Eric Saïd, et la championne d'Afrique, Laura Rassouanev, à Mbouzetouf. Plusieurs sujets ont été abordés, entre autres le renforcement de la coopération entre le ministère et la Fédération et le développement de cette discipline. L'organisation du championnat d'Afrique, catégorie cadette et junior qui se tiendra à Madagascar en juillet prochain, a été également discutée lors de cette rencontre. Par ailleurs, le président de la fédération a annoncé la participation de Laura Rassouanev, la jeune judokate malagache à l'Open Africa, catégorie junior qui se tiendra à Luanda en Angola du 7 au 9 avril prochain. Cette dernière participera également au championnat du monde de judo dans la catégorie senior à Doha le 7 mars prochain. Pour rappel, Laura a récemment remporté 2 médailles d'or dans la catégorie junior, une médaille d'or dans la catégorie senior et une médaille de bronze dans la catégorie senior durant le championnat d'Afrique. Et les équipes qui ont participé à la Ligue des champions à Tsimunjan ont obtenu de bons résultats. En effet, l'équipe qui est sortie championne l'année dernière participe déjà à la compétition de la première division d'Analamang. Actuellement, les équipes de la commune sont donc encouragées à participer à cette compétition afin d'acquérir de l'expérience et d'obtenir également de bons résultats comme celle-ci. Les détails avec Anzara Zonarville et Rad Ramanazatouf. La Ligue des champions à Tsimunjan est une compétition exceptionnelle qui permet de détecter les joueurs talentueux au sein de chaque Fokuntan. Pour l'équipe de Saint-Anne Bungatsar, par exemple, qui a remporté la Ligue des champions à Tsimunjan l'an dernier, elle a participé aux compétitions fédérales et a été championne de la section. Elle a également participé au championnat de la Ligue Analamang de première division de la saison 2023, ce qui représente une grande opportunité pour cette équipe. La performance de l'équipe de Saint-Anne Bungatsar donne de la motivation aux autres équipes, comme celle de la commune Anjoibé Antsaadit, qui a confirmé sa participation à cette deuxième édition de la compétition. Les organisateurs de la Ligue des champions à Tsimunjan ont indiqué qu'une formation sera donnée aux managers et entraîneurs de chaque équipe qui participera à la Ligue des champions à Tsimunjan avant le commencement de la compétition. Et passons maintenant aux actualités internationales. Après 3 jours de soins pour une bronchite, le pape François est sorti de l'hôpital samedi 1er avril et rentré au Vatican. Il présidera donc la messe des rameaux dimanche, marquant le début des célébrations de Pâques. Reportage sur les images de France 24. Traitement antibiotique par perfusion auquel le pape François a été soumis à l'hôpital pour soigner sa bronchite infectieuse a produit les effets attendus, mais malgré cela, la santé du souverain pontife, l'état de santé du pape reste fragile. Il est âgé de 86 ans et les médecins sont clairs. Il ne faut surtout pas qu'il prenne froid pendant les prochains jours. Demain dimanche, le Vatican a confirmé sa présence à la messe de dimanche des rameaux, mais
des sources proches du pape m'indiquent que cela peut changer à tout moment. Les prochaines heures seront cruciales pour déterminer s'il peut effectivement, s'il est en mesure effectivement de participer aux célébrations liturgiques prévues pendant la Semaine Sainte. Le calendrier du Vatican prévoyait 7 cérémonies présidées par le pape François d'ici dimanche 9 avril. Effectivement, ce souci de santé du pape François cette semaine a relancé les rumeurs. François n'a jamais caché que cela restait une option possible pour lui. L'année dernière, lors d'une interview télévisée, il a révélé qu'il y a 10 ans, 2 mois après son élection en 2013, il a signé une lettre de renonciation effective en cas de problème de santé qui l'empêcherait de remplir ses fonctions de souverain pontife. Successivement, il a tenté de nuancer ses propos en affirmant en février dernier que cela n'est pas dans son agenda pour le moment et que la démission des papes ne doit pas devenir une mode. En tout cas, cette hospitalisation de cette semaine a redonné corps à l'opposition du pape François, l'aile conservatrice de l'Église catholique qui prône la fin de règne du pape argentin âgé de 86 ans. Et aux États-Unis, il y a une semaine, une tornade a balayé le Mississippi, tuant 25 personnes et provoquant d'immenses dégâts matériels. Le président américain Joe Biden s'est rendu sur place vendredi. France 24. Ravagé par la tornade. Joe Biden et sa femme Jill ont marché dans les décombres de ce qui a été Rolling Fork, un petit village de quelques 2000 habitants. Ici, les débris jonchent presque toutes les rues. En l'espace de quelques secondes, les maisons de Rolling Fork ont été déchiquetées, les bâtiments aplatis et les voitures pulvérisées. Une semaine après le passage de la tornade, le bilan des victimes est lui aussi lourd, au moins 25 morts. Je sais qu'il y a beaucoup de douleur et qu'il est difficile de croire que dans un moment comme celui-ci, cette communauté va être reconstruite et reconstruite mieux qu'elle ne l'était auparavant. La résilience de cette communauté a été remarquable. Et je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans votre combat. Le peuple américain sera avec vous. Le président américain a également annoncé que le gouvernement couvrira pendant 30 jours l'intégralité du coût des mesures d'urgence. Ces mesures devraient inclure l'enlèvement des débris, la prise en charge des abris et les heures supplémentaires des premiers intervenants. Bien que la tempête ait causé des dégâts très rapidement, le retour à la normale, lui, prendra du temps. Une fois que nous aurons déterminé les besoins, nous pourrons nous occuper du logement. Nous devons éliminer d'abord les débris, parce que lorsque nous aurons éliminé les problèmes de sécurité, nous pourrons commencer à planifier la suite. Aux États-Unis, les tornades sont un phénomène météorologique difficile à prévoir. Elles sont de plus en plus fréquentes, en particulier dans le centre et le sud du pays. Et pour terminer cette édition, les autorités ukrainiennes ont exclu tout recours à la force contre un célèbre monastère de Kiev d'une église orthodoxe liée à Moscou et dont les moines sont confrontés à un avis d'expulsion depuis mercredi. Toujours les détails avec France 24. Déterminés à résister, les moines orthodoxes expulsés de la lore des grottes de Kiev refusent de partir. Le gouvernement ukrainien les accuse de soutenir Moscou et d'entretenir des liens avec l'église orthodoxe russe. Les autorités ont ainsi ordonné aux religieux de quitter le site au plus tard ce mercredi. І тоді ми, якщо буде в нашу сторону, або не в нашу сторону, або в їхню сторону, подається апеляція до повного закінчення суду. Les autorités affirment que les moines ont violé leur bail en apportant des modifications au site historique et en commettant d'autres infractions techniques, mais ils nient les faits. La Russie a également condamné les pressions exercées par l'Ukraine pour obtenir l'expulsion des religieux. La Laure des Grottes, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est considérée comme le site orthodoxe le plus sacré d'Ukraine. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et dans quelques instants, vous allez suivre l'émission Viva Music Awards. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.